Je vais aller sur un sujet complexe, mais promis, je ne vais pas le faire long, d'accord? Je veux juste, en fait, me permettre, à mon échelle de grand curieux, de partager une curiosité, d'accord? Et je l'espère, comme ça se produit souvent sur les spaces, d'avoir peut-être des camarades qui vont revenir vers moi en disant bah, « Tiens, échangeons à ce sujet ». Et alors pardonnez-moi d'avance parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore suffisamment pour en être le professeur idéal, mais je pense quand même que du simple fait de l'aborder, d'aller sur un sujet comme ça un peu complexe, rentre dans la bonne case de ce qu'on peut considérer une sorte, qu'on pourrait appeler une éducation citoyenne qu'on partage ensemble, parce qu'on prend un peu de risque, on va sur des sujets un peu élaborés, ça nous aide à mieux penser. Et moi, ce qui m'aide à mieux penser en ce moment, c'est cette notion qui peut sembler un petit peu ringarde, un peu dépassée, ou vous rappeler des mauvais souvenirs du bac, la notion de matérialisme dialectique. Pourquoi j'en parle? Parce que, en fait, la thèse du matérialisme dialectique, c'est qu'il y a de grandes forces qui s'affrontent à l'échelle de l'histoire. Ce ne sont pas juste des débats philosophiques. Pour Marx, ce sont des forces matérielles, hein, d'où la notion de dialectique matérialiste. Mais Marx incorpore aussi une dimension plus abstraite qui vient de Hegel. Hegel a aussi parlé de la dialectique historique. Et la dialectique historique, c'est quoi? C'est un processus dans lequel aussi s'affrontent des forces contraires. Donc il parle notamment de ce qui commence par une affirmation, est suivi par une négation, puis succède une négation de la négation. En fait, traduit en termes qui vous seront plus familiers, c'est thèse, antithèse, synthèse. Ça a été repris par de grands philosophes qui ont tenté de déterminer qu'est-ce que c'est que les Lumières, quoi. Quelle est cette puissance justement dialectique, d'où vient-elle, qui est au cœur de notre civilisation. Et un philosophe du nom de Fichte disait que c'est la façon sublime dont la science progresse, la science dans sa version noble, c'est-à-dire que ce qui nous permet de véritablement progresser, c'est lorsque nous contredisons nos prédécesseurs et que par le processus de la science, très lentement, une sorte de consensus se met en place par le débat. Donc c'est là, en fait, et là, la science progresse évidemment très lentement. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je suis intimement persuadé que ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est à l'affrontement de grandes forces justement contraires à l'échelle de l'histoire, et que l'une de ces forces que nous échouons la plupart du temps à nommer véritablement, peut-être par déficit de lucidité ou tout simplement parce que, je dirais, nous n'avons pas suffisamment confiance en nous, c'est que l'une de ces forces, c'est celle qui est issue justement de la puissance du facteur numérique. Au sens du monde digital. Pourquoi? Parce qu'évidemment que le monde digital est rempli de perversité, de toxicité, de choses très négatives. Il est aliénant, il est détourné par des ingénieurs qui fabriquent ce qu'on appelle de la captologie, donc une science qui consiste à capter notre attention et à nous rendre de plus en plus addicts, etc. C'est pas bon pour les enfants, on le sait. Mais il y a quand même, à l'origine même de ce phénomène, une capacité nouvelle justement à entrer les uns les autres en interdépendance, à coaliser, vous voyez, à créer des solidarités notamment internationales totalement improbables, où vous le voyez bien ici dans nos espaces de discussion, des gens qui sont dans des régions très différentes, des classes sociales très différentes, commencent à parler et parfois à converger. Et je prétends, à vrai dire, que ça, c'est peut-être une arme que nous pouvons utiliser au titre de riposte contre ceux qui tentent justement d'empêcher que se produise à l'échelle de ce réseau une sorte de force logique. Je pense que justement l'une des grandes forces de l'histoire qui est en train de se mettre en place, c'est celle qui consiste à annihiler ce qui pourrait ressortir de dynamiques citoyennes, de mouvements capables de coaliser donc à cette échelle. Je pense qu'ils font tout pour empêcher ça. Et donc nous utilisons les uns les autres. Pour ce qui est de nous, les simples citoyens, c'est relativement instinctif. Pour ce qui est des professionnels, c'est beaucoup plus scientifique et beaucoup plus rigoureux, hyper rationalisé et hyper factorisé, j'ai envie de dire. Mais s'affrontent en quelque sorte ces deux formes pour que l'on arrive à un stade où l'on puisse étouffer cette émergence, que j'ai envie d'appeler comme ça une émergence. Et je pense sincèrement, les amis, que
peut-être que ce qu'il nous manque, c'est cette petite pinchonnette, quoi, en fait, hein, qui doit nous être ce petit coup de pouce, quoi, mental, hein, qu'il faut qu'on diffuse entre nous, qui est, hey, les gars, si vous preniez conscience du fait que vous avez là un outil qui les terrorise, qui leur fait peur, si vous preniez conscience aussi de leurs contre-mesures, eh bien, vous comprendriez que le désir de formaliser les forces contraires de l'histoire, qui remonte maintenant à des générations, des siècles en arrière, et dont la paternité revient à des philosophes qu'on est en train d'oublier, mais cette réflexion autour du matérialisme dialectique est peut-être une clé que l'on doit apprendre à diffuser, si vous voulez, dans cette dynamique d'éducation citoyenne, voyez, multidirectionnelle, qui se passe sur les spaces et ailleurs entre nous. Et je pense, en fait, pour l'avoir testé sur quelques personnes qui étaient réceptives, que c'est pas un mauvais message. C'est de leur dire, là, actuellement, ce qui est en train de nous arriver, c'est que nous sommes peut-être en train d'apprendre à élever notre niveau de conscience générale, si j'ose dire. Le niveau de conscience de l'humanité, de ce qui est en train de lui arriver, quand vous voyez... Typiquement, là, j'ai écouté pendant des heures, parce que depuis longtemps, je suis sur d'autres spaces, ne serait-ce qu'aujourd'hui, des gens diagnostiquer ce qu'ils pensaient être la maladie, la psychopathologie du totalitarisme actuel. J'ai même fait un space hier soir avec la spécialiste du sujet, Ariane Bilran. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous incite à l'écouter. Je vous l'ai d'ailleurs épinglé. Eh bien, justement, peut-être... Vous voyez qu'il y a une forme de puissance collective qui est en train d'émerger, et ils font tout pour l'anesthésier. Ils font tout pour même l'émasculer, la décourager, pour remplacer ça par une forme de résignation qui surgirait dans cette espèce d'épuisement psychique qu'ils veulent induire par justement ce carpet bombing dont on parle régulièrement, ce tapis de bombe psychique qui consiste à nous, justement, à détourner en permanence notre attention grâce à ces diversions. Et vraiment, je vous assure, peut-être que c'est une clé de lecture utile, peut-être qu'elle fait un petit peu un télo, pardonnez-moi, mais en même temps, peut-être est-ce le moment aussi de réapprendre à faire hommage à ces références, à ce corpus, quoi, hein, de savoir qui consolide notre culture et qui fait notre force. Parce qu'après tout, l'un des moyens par lesquels il nous efface et il nous humilie, et il nous étouffe, et il nous déshumanise, eh bien c'est en nous privant aussi de ces références culturelles, en les rendant globalement ringardes, en faisant en sorte de remplacer Edith Piaf par Aya Kanamura, si vous voulez, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, parce que c'est en soi un des symboles de cet effacement, de ce déracinement, de cette perte d'identité. Peut-être que même dans ces sources profondes de notre culture, dont nous avons la chance inénarrable d'être les héritiers, eh bien peut-être que là, il y a aussi des clés de lecture qui les dérangent eux. Et c'est peut-être pour ça qu'ils abaissent de façon générale le niveau. Alors voilà pourquoi moi je vous propose de vous réapproprier ces notions, de ne pas les réserver aux sachants qui ont le droit de passer sur France Culture parce qu'ils ont le bon doctorat, de refaire justement de l'éducation citoyenne, n'ayons pas peur des mots, peut-être même éducation populaire, soyons simples. Moi-même, je ne suis qu'un curieux autodidacte, intense, j'aime lire les livres, je sais que je ne suis pas le seul. Et peut-être qu'en réapprenant à vulgariser ces notions-là, nous allons avoir des petites clés que nous pourrons mettre dans des petites serrures et commencer à ouvrir des portes, des petites portes, j'avoue, mais vous voyez, de plus en plus, plus on ouvrira de portes, plus on créera de vases communicants entre nous. Voilà, et je conclus en vous disant, oui, moi personnellement, je suis arrivé à la conclusion qu'il se produisait une forme de dialectique et que nous allons être globalement capables de faire la synthèse. Parce que ce qui nous est livré en pâture, c'est uniquement l'affrontement hyper sensationnalisé, théâtralisé, hyper médiatique de la rencontre entre la thèse et l'antithèse qui s'engueulent, parce que ça c'est bien, ça fracture la société. Mais à vrai dire, l'intelligence collective, c'est ce qui nous permet de faire l'étape au-delà, c'est-à-dire la synthèse. Dites-vous bien que vous avez, et nous avons collectivement l'intelligence de produire une synthèse. Et cette synthèse, dans le matérialisme historique, dans la dialectique, le matérialisme dialectique historique, eh bien cette synthèse, vous savez ce que c'est? C'est l'action. C'est l'action.